Michel, on va le voir aujourd'hui à l'ours. Impossible est un mot que j'emploie rarement. Mais là, il faut dire quand même que nos chances de voir l'ours aujourd'hui sont infimes. Par contre, ce qu'on va découvrir, ce sont des indices. Et des indices probablement frais. Ce qui fait qu'on est certain, si on trouve des indices, de voyager dans un endroit où vit l'ours. Mais s'il y a des indices, c'est que l'ours va bien. L'ours va bien, oui, il va bien, puisqu'il vit encore, mais il a été menacé, il l'a encore aujourd'hui, parce que les gens qui sont optimistes pensent qu'il y en a à peu près une vingtaine sur le versant français des Pyrénées. Et dans la région qui nous concerne, au centre de laquelle se trouve la vallée d'Ossau et la vallée d'Aspe, on pense qu'ils sont peut-être une douzaine. Là-dedans, il y a 5 ours béarnais, et les autres, ce sont des ours slovènes. Alors des ours slovènes, il y en a eu 3 de relâchés. Mais il y avait 2 femelles parmi ces 3. Elles ont donné naissance à des jeunes, elles sont arrivées, elles étaient pleines. Depuis, il y a eu probablement des rencontres amoureuses avec des mâles slovènes. Donc on pense peut-être que les Slovènes sont au nombre de 7, peut-être 8. Oui, quand même, c'est pas énorme. Hein. Au fait, vous connaissez le nom des ours béarnais? Alors, il y en a 5. Le premier, Camille, Camille, papillon, Papillon, cannelle, Cannelle, chocolat, Chocolat pires, et Pyrène. Pyrène. Bravo. Mais finalement, Michel, ça s'imposait de réintroduire des ours. Ça s'imposait vraiment parce que si on veut qu'une population d'ours s'installe durablement, il faut qu'elle soit dense. Pour que les mâles et les femelles puissent se retrouver, il faut qu'ils puissent se sentir, se voir, s'entendre. Sinon, ils ne se rejoignent pas, ils ne peuvent pas fabriquer de bébés. C'est clair. Donc il était devenu urgent d'amener des ours, de réintroduire des ours. Alors il fallait aussi des ours sauvages et des ours très proches génétiquement de ceux qu'on trouve ici, évidemment. On est allé les chercher en Slovénie. On en a amené 3 au total. D'abord, 2 femelles. Vous les connaissez? Ziva et Melba. Voilà, ça c'était en mai et en juin 1996. Elles sont parties là-bas en Haute-Garonne. Et puis ensuite, on a amené, pratiquement un an après, un mâle, un balèze. Il faisait 230 kilos et il s'appelle Pyros. Il a toujours existé l'ours brun dans les Pyrénées. Écoute, en tout cas, une chose est quasiment certaine, c'est que pendant l'époque des glaciations qui correspond, tu sais, à la période où l'Europe était glacée, hein, ben là, il y avait 2 ours. Et ça a duré pendant à peu près 100 000 ans. Et ces 2 ours, c'était qui? C'était l'ours brun et l'ours des cavernes. L'ours brun, on le connaît encore aujourd'hui dans les Pyrénées. Il est donc arrivé avant les hommes ici, hein, c'est clair. Et il dure encore aujourd'hui. Difficilement, mais il dure. C'est donc le plus ancien de nos fauves. Et l'ours des cavernes, lui, il a disparu. Et il a disparu il y a en gros 15 000 ans. Voilà quelque chose qui pourrait être un indice, hein, une preuve de la présence de l'ours à cet endroit. C'est cette fourmilière, elle est légèrement creusée, elle est affaissée, un peu aplatie là comme ça. On peut imaginer qu'un ours soit passé par là et qu'il l'ait défoncé pour aller chercher à l'intérieur des larves de fourmis. Hein, il s'en régale, il est gourmand. Bon, c'est une possibilité, mais je pense que si l'ours était passé par là pour défoncer la fourmilière, la trace serait beaucoup plus visible. Il aurait carrément fait une sorte de cratère à cet endroit-là. Hein. Mais en tout cas, l'ours passe par là. Et ça, c'est un sentier d'ours, c'est certain. Il passe par là plusieurs fois par an, probablement. Il saute la piste, paf, et il va de l'autre côté, là-bas. Mais comment on peut savoir tout ça sur l'ours? On sait tout ça sur la nature. Hein. En général, quand on y passe beaucoup de temps, quand on s'intéresse aux plantes ou aux animaux ici, et pour connaître l'ours, il faut s'intéresser à l'ours, il faut entrer chez lui. Alors il est plus facile de voir l'homme qui a vu l'ours que de voir l'ours. Et l'homme qui a vu l'ours, moi je le connais entre autres, c'est Xavier Pirot. C'est un passionné, il va au contact. Alors le contact, ce n'est pas un contact physique, mais il va à la recherche d'indices. Mais il fait même plus que ça. Je vous propose de le rencontrer.
Alors c'est vous l'homme qui a vu l'ours? Oui, on peut le dire, c'est moi qui ai vu l'ours, puisque je l'ai en photo. Et donc, ça me permet de le voir tous les jours en photo. Et vous vous intéressez à l'ours depuis combien de temps? Ah, ça fait assez longtemps, oui, une petite vingtaine d'années. Comme j'aime beaucoup la montagne, je me suis souvent promené en montagne et j'ai vu des bergers avec lesquels j'ai discuté. Et c'est eux qui m'ont appris un peu leur vie avec l'ours. Et ça m'a donné envie de le connaître. Et je me suis dit, le meilleur moyen de le connaître, c'est peut-être d'essayer de savoir où il est. Et c'est aussi essayer de le prendre en photo. Et ça m'a pris pas mal de temps, mais c'est beaucoup plus récent, la photo. Nous arrivons sur son territoire, la forêt, où il trouve pratiquement toute sa nourriture, qui est principalement une nourriture végétale. L'ours mange en majorité des végétaux et de temps en temps quelques bestioles dans la forêt, comme des fourmis, des crapauds, des mulots. En fait, on est dans son garde-manger ici. Exactement. Tenez les enfants, regardez un batracien. Ah, il est balèze. Vous voyez, regardez un crapaud. Alors je pense que l'ours, s'il passait par là la nuit, peut-être qu'il le mangerait, parce qu'il doit aimer les batraciens. Il aime les batraciens, mais pas les crapauds en fait. Quand on le touche comme ça l'agace, alors il se gonfle, il se fait gros. Pourquoi il ne les mange pas? Ben, il ne les mange pas parce qu'il sait que les batraciens, en particulier les buffos, quand c'est un buffo, sont toxiques. D'ailleurs, même s'il venait à le prendre dans sa gueule, il le recracherait. Parce que les crapauds, donc, vous voyez, quand on touche comme ça, il y a plein de des petites glandes, on sent plein de petites glandes. Ce sont ces petites rugosités, des glandes qui sont sous la peau et qui fabriquent donc du venin. Et les glandes qui fabriquent principalement le venin que n'aime pas le crapaud se trouvent situées juste derrière l'œil, comme ça. Ce sont ces grosses glandes qui sont ici. Alors on raconte même que lorsqu'on voit un ours dans la montagne complètement fou, qui se roule par terre, c'est parce que celui-là n'a pas été assez prudent et qu'il a avalé des crapauds. C'est dégoûtant. Finalement, les ours empruntent les chemins et les sentiers fabriqués par les hommes, comme les hommes autrefois ont emprunté les chemins taillés par les animaux. Exactement. L'ours utilise le sentier qu'a utilisé l'homme ou fabriqué l'homme. Et l'homme, de temps en temps, utilise les passages d'animaux sauvages et d'ours pour se diriger dans la forêt, parce que les animaux utilisent des zones plus roulables ou marchables que des pentes raides ou autres. Et donc l'homme utilise le passage des animaux parce qu'ils passent dans des coins nettement plus confortables. En tout terrain, ils font comme nous, ils cherchent la facilité et le confort. Ouais. Dans la mesure du possible, oui. Et là, on est sur un sentier d'ours alors. Là, oui, ici, voilà, là c'est presque un carrefour. L'ours, quand il est dans la forêt de gauche, il arrive par là et il monte ici à droite, on en vient et il rejoint presque la route où passent les voitures, qu'il traverse et il continue sa route. Je trouve que la décoration est pas mal. Hein. On est dans la chambre à coucher, dans la cuisine, dans la salle à manger de l'ours. Tout à fait. Et avec toutes ces mousses là, ça donne un paysage quasiment féerique. Hein. On dirait presque un livre d'images. En tout cas, c'est là qu'on peut le rencontrer. C'est dans la Hétresse sapinière. Hein. C'est pile poil son milieu là. Hein. Tenez, ne passez pas là les enfants, voilà un revoir. Celui-là, il est un peu plus entretenu, mais il y en aura encore un mieux plus loin. Là, par contre, je ne sais pas ce qu'il est. Alors Xavier, c'est quoi précisément un revoir? C'est un lieu où la terre a été nivelée, retournée, aplatie, soulevée, donc comme un tapis de moquette. Et tout animal qui passe sur cette surface, même l'homme, laisse la trace de sa patte. Et ainsi, on connaît les animaux qui sont passés. On les reconnaît à leurs traces. Et l'ours, surtout l'ours, qui a une patte une trace très caractéristique.
Mais Papillon, le vieil ours béarnais, est très malin, connaît les revoirs et les contourne. Ah, il les certains, contourne certains, pas tous, oui. Il ne laisse pas sa carte de visite. Lui, il a tellement l'habitude du terrain, il le connaît tellement que certains revoirs lui sont très familiers. Et par jeu ou par peur, je ne sais pas, il les évite. C'est-à-dire qu'il va, là, mettons sur celui-là, s'il n'avait pas envie d'y passer, lui, il éviterait. Mais les autres, non, ils vont passer parce qu'ils n'ont pas son habitude et son ancienneté. Lui, ça fait 25 ans qu'il passe dans le coin. Comme beaucoup d'amoureux des ours, nous avons souvent dans notre sac un râteau et un piacoulis. Le piacoulis, c'est pour mesurer l'empreinte qu'on a trouvée, s'il y en avait une. Et le râteau, c'est pour mettre en état le revoir, le remettre propre et enlever les anciennes traces. On enlève les feuilles et ainsi vous comprenez que dès que quelqu'un va passer sur cette zone, on verra beaucoup mieux la trace qu'il va laisser. Tiens, regardez les enfants, Ça? là, vous avez une crotte d'ours. Vert. Venez voir, Oui. Vert. venez voir. Ceci est une crotte d'ours. Voilà. Tu vois Florian? Et toi Vianney, Oui. C'est déjà un beau calibre. tu veux la toucher? Non, merci. Et toi? Non. Pourtant tu as tort, ça sent bon. Je veux bien la sentir, ça mais sent- pas la toucher. C'est vrai que ça sent bon. Ça sent pas... Exactement. C'est à ça qu'on reconnaît la crotte d'ours, elle ne sent pas la merde. Ça sent bon. Ouais. Oui, mais en fait, tu n'en mangerais pas tous les matins. hein. Non. Non, merci. Tu as raison, moi non plus. Par contre, j'aimerais en trouver tous les matins. Dans le fond, il mange pas tant que ça de viande, il mange beaucoup de végétal. Et Ça donc, sent il a des crottes tout à fait agréables, ou du moins, peu près. moins désagréables que, comme Oui. dit Michel, les crottes de chien ou Oui. ou de véritables C'est vrai, ça. carnivores. Bon, les enfants, vous avez rien vu en passant? Non. Regardez. Regardez cet arbre. Vous voyez ce qu'il y a sur l'arbre? Alors ceci est un résineux, c'est un arbre très important pour l'ours. Il s'en sert pour marquer son territoire et il s'en sert aussi pour se nettoyer le dos en se frottant à la résine qui coule le long de cet arbre. Hein, on voit pas mal d'endroits où il y a de la résine et l'ours se frotte là-dessus pour se nettoyer le dos et en même temps marquer son territoire. Et son territoire, il le marque aussi, vous voyez, en griffant l'arbre ici, il y a des traces de griffes. C'est pour montrer à celui qui va passer plus tard qu'il n'est pas chez lui. Déjà, le premier ours qui est passé a marqué son territoire. Donc. Mais il sert à quoi ce grillage-là? Ça, le grillage, ça a été rajouté par l'homme pour justement profiter du passage de l'ours qui vient se frotter sur l'arbre. On a mis ce grillage pour récupérer les poils. C'est une sorte de peigne qui, lorsque l'ours va se frotter le dos ou le ventre, il va laisser des poils dessus. Et ces poils, ils ont une utilité pour nous. C'est que ça sert après aux scientifiques comme matériel génétique. Ils envoient ça dans des laboratoires et les laboratoires, en faisant des analyses génétiques, permettent de connaître l'âge, le sexe, l'animal et donc sa carte d'identité. Mais qu'est-ce que c'est cet objet? Mais tu vois, Florian, voilà avec quoi je prends les ours en photo. Tu vois, c'est un boîtier que j'ai fabriqué moi-même, avec dedans un appareil photo, qui a un flash. Il y a aussi dedans une batterie, et ça me permet de prendre les ours en photo. Mais c'est quoi ça? Alors ça, c'est justement la partie qui va déclencher l'appareil
quand l'ours va passer devant. C'est une cellule infrarouge qui fait que quand l'animal va passer devant le système, la photo va se prendre. C'est donc ce qui déclenche l'appareil photo. Je le fixe sur l'arbre à hauteur de l'animal. J'ai juste 2 petites vis à mettre. Voilà. Là. Et là, l'appareil est prêt à fonctionner. On le cache un petit peu. Faites l'ours. Très bien. Allez, avancez. Très bien, Vianney, ça marche. Tenez, regardez, voyez ici, c'est donc la vallée d'Aspe. Et voyez toutes ces montagnes au fond, c'est la frontière, derrière c'est l'Espagne. Et tout ce que vous voyez devant, ces belles forêts, tout ça, c'est là qu'y vit l'ours. Ils viennent dans ces forêts se promener pour se nourrir. Ils passent ce col, ils redescendent dans ce vallon. Il passe derrière les falaises, il va sur les paccages là-haut, il va dans cette forêt. Vraiment, il est chez lui là, c'est son territoire. Même jusque là-bas, tu vois, on aperçoit une crête rocheuse avec une sorte de petite brèche au milieu. C'est la brèche de l'ours. Ce passage, il le prend souvent, tu vois, quand il est dans le coin. Il n'y passe pas la journée, il y passe que la nuit. Mais pourquoi l'ours, il vit la nuit au lieu du jour? Ah ben oui, Vianney, c'est parce que le jour, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans la forêt. Voilà, oui. Et oui, et lui, il dort. Tandis que toi, la nuit, tu n'es pas dans la forêt. Non. Et comme ça, lui, il y est. Il est tranquille. Bon, alors les enfants, maintenant, par contre, moi, j'ai encore du travail. Il faut que je monte relever un appareil qui est très haut. Alors, je vous abandonne. Bon, on se retrouve dans un petit moment? Allez, dans 2 heures, on se retrouve. D'accord, on a des choses à faire nous aussi. Oui, mais toi, tu crois que les ours ils hibernent? Je sais pas. Comme les marmottes, sûrement. Peut-être. Tu veux dire dans un trou qu'il installe son nid, quoi? Ben oui. Sûrement. Vous parlez de l'hibernation de l'ours? Non, l'ours n'hiberne pas. Justement, il ne fait pas du tout comme la marmotte. La marmotte hiberne vraiment. L'hibernation, c'est un mécanisme assez compliqué. Ça correspond, en gros, pour prendre un raccourci, à une sorte de déconnexion du cerveau et du reste du corps. Et ça, c'est propre aux animaux comme la marmotte. L'ours, l'hiver, il est dans le fond de sa tanière, il se repose, il peut rester 2 ou 3 jours sans bouger, tranquille, peinard, et puis au bout d'un moment, il sort, il se dégourdit les jambes, puis il va grignoter un peu des rameaux de résineux. Et c'est vraiment une très très mauvaise idée d'aller rendre visite à un ours en plein hiver dans le fond de sa tanière. Et je pense à un truc, là. Le grand panda, ça fait partie de la famille des ours. Oui, les grands pandas sont des ursidés. Seulement leur régime alimentaire est très spécialisé puisqu'ils mangent des bambous, presque exclusivement des bambous. Exceptionnellement, ils mangent autre chose. Par contre, le petit panda, qui vit aussi dans les mêmes régions, qui se nourrit de la même manière que le grand panda, a été mis lui aussi parmi les ursidés. Et en réalité, il n'en fait pas partie. Alors quand il déambule comme ça sur les branches des arbres, il fait penser à un autre animal que l'ours, il fait penser au raton laveur. Et en fait, on sait maintenant qu'il appartient à la famille des ratons laveurs. Alors c'est un petit animal qui est charmant, mais lui aussi, il est en voie de disparition parce que comme il est beau, il est capturé, on le prend pour sa fourrure. Lui aussi est sur le fil du rasoir. Ils sont beaux. Ils sont beaux, mais ils sont morts. Ben oui, c'est normal qu'ils soient morts. Parce que des fois, ils mangent des brebis, donc les éleveurs, ils sont mécontents. Alors, ils organisent des battues pour tuer l'ours. Et je connais mon grand-père en 1952, il avait eu 11 brebis de tuer à moins de 300 mètres des habitations environ. Dis donc. Bon, alors c'est sûr que nous, on n'est pas éleveurs.
Moi, j'aime bien les ours, mais bon, il y a quelques jours de ça, il a encore tué des brebis. C'est vrai? Oui, Si récemment? oui. Eh oui, mais bon, l'ours a beau manger des fruits, des herbes, des pissenlits, des myrtilles, etc. Il n'empêche que de temps en temps, il se fait la danse sur une brebis. Il faut considérer que l'homme est nature. Donc, dans la nature, il y a de la place pour les ours et pour les hommes. Le tout, c'est de trouver une sorte d'équilibre entre tout ça. Alors, il faut espérer qu'on y arrive, parce que si on continue à tirer dans l'ours, on va faire comme on a fait pour le bouquetin. On va le rayer de la carte ici. Il a disparu de la mémoire des gens, le bouquetin, il n'y en a plus. Ils ont tous été tués. Alors, il faut quand même espérer que les choses se calment et qu'on arrive à trouver cet équilibre dont je parlais il y a un instant. Mais l'ours brun des Pyrénées, c'est pas le plus carnassier. C'est lequel le plus carnassier des ours? L'ours polaire? Il vit tout à fait dans le nord du Canada. On en trouve aussi au Québec. Alors le problème de cet ours, si j'ose dire, c'est que quelquefois il croise les hommes. Tout simplement parce que pour chercher sa nourriture, il opère une très grande migration sur plusieurs milliers de kilomètres. Il attend que la banquise se forme pour que ses proies, les phoques, s'installent dessus, et c'est là qu'il va les cueillir. Mais dans sa migration, eh bien, quelquefois, il se rapproche des habitations humaines, et notamment d'une petite ville qu'on appelle Churchill, qui se trouve tout à fait dans le nord du Québec, et qui est située pile poil sur le parcours des ours polaires. Alors quand un ours entre dans la ville, évidemment, il y a danger quand même pour les hommes. C'est une terreur cet ours. 500 kilos, 3 mètres de haut quand il est dressé. Et puis c'est un ours qui n'a peur de rien, et il est en plus complètement imprévisible. Alors par sécurité, quand il entre dans la ville, paf, il est fléché, il est endormi, on le met dans un filet et en hélicoptère, on le transporte un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on entend là? C'est pas un ours, c'est Xavier. La chasse est bonne? Ah, les enfants, très bien. Voilà, j'ai réussi à trouver d'abord, regardez, Ah, des poils d'ours. sur un grillage, il y avait un ours qui s'est frotté, comme je vous ai expliqué. Vous voyez, ça, c'est du poil d'ours. Génial. Regardez comme il est doux. Regarde, Michel, tu vois? C'est vrai? C'est doux. Wow, c'est génial. Ouais, c'est beau. Et alors, en plus, j'ai eu la chance d'avoir des photos. Combien? Oh, je pense en avoir 8 ou 9. Ah, bravo. Mais bon, on verra ce que c'est. Il faut attendre 2 jours qu'elle soit développée. Ah, l'attente va être difficile. Oui, et oui. Mais malheureusement, 9 fois sur 10, c'est plutôt des sangliers ou des chevreuils. Mais, je sais pas, quelque chose me dit qu'il est passé. Voici donc ma première photo, papillon, que j'ai réussi à faire arrêter dans sa route. Le plus vieux mâle des ours béarnais. Voici un ourson que j'ai pris à 2h42 du matin, en pleine vadrouille nocturne. Il a dû traverser un petit ruisseau où la végétation plus bas était mouillée parce qu'on le voit les pattes et on lui voit très bien les griffes là, magnifiques. Ça, c'est un ourson qui a 1 an et demi. Encore un peu maigre, on lui voit un peu les côtes parce que c'était au mois de mai. Voilà Pyrène, 1 mètre au garrot lui aussi, un bel ours. Ça, c'est un Slovène, en pleine balade nocturne, lui aussi, à 23h53. Ça, c'est Néré aussi, qui a dû être surpris par le flash, qui a fait demi-tour. Moteur! Ça tourne! Action! Conclusion. Pour des raisons politiques, le programme de réintroduction de l'ours dans les Pyrénées est stoppé. Si la chasse à l'ours ne reprend pas, l'avenir de ce dernier est assuré pour 20 ou 30 ans. Mais s'il n'y a plus de réintroduction, au-delà de cette période, sa survie est incertaine.